Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture linéaire en 10 minutes des Effarés d'Arthur Rimbaud. Le poème des Effarés occupe une place particulière dans les cahiers de Douai. En premier lieu parce qu'il a été repris en deux variantes. La première modifiée par Jean Écart en 1871, la seconde copiée par Verlaine la même année, et dont les corrections ont probablement été proposées par Rimbaud lui-même. Verlaine écrira au sujet des Effarés « Nous ne connaissons pour notre part, dans aucune littérature, quelque chose d'un peu farouche et de si tendre, de gentiment caricatural et de si cordial, et de si bon, et d'un jet franc, sonore, magistral, comme les Effarés. » Ensuite, ces caractéristiques formelles le rapprochent du mouvement parnassien. Pour développer cette fable ou apologue, mettant en scène 5 enfants affamés des rues parisiennes, mis au supplice devant une boulangerie impénétrable, il choisit une forme rare et subtile. 12 tercets hétérométriques composés de 2 octosyllabes et d'un tétrasyllabe selon un schéma de rime par 6-1, AAC, BBC. Les strophes, par leur brièveté et leur déséquilibre, favorisent ainsi l'effet d'attente et le suspense recherché, de même que le rythme rappelle celui de la poésie populaire et de la chanson. Notre projet de lecture sera le suivant. Comment Rimbaud dépasse-t-il la peinture du topos de la misère parisienne pour développer une dénonciation originale des injustices sociales? Le premier mouvement est celui des 5 premières strophes, qui constituent un tableau représentant une scène de genre. On y décrit 5 enfants de la rue, attroupés devant le soupirail d'une boulangerie, et fascinés par la fabrication du pain. Le deuxième mouvement, les 7 strophes suivantes, révèle la cruauté de leurs conditions, et introduit subtilement une dénonciation violente de la misère. Procédons à présent à la lecture du texte. Les Effarés. Noirs dans la neige et dans la brume, au grand soupirail qui s'allume, leurs culs en rond, à genoux, 5 petits. Misère. Regarde le boulanger faire le lourd pain blond. Il voit le fort bras blanc qui tourne la pâte grise et qui l'enfourne dans un trou clair. Ils écoutent le bon pain cuire. Le boulanger, au gras sourire, chante un vieil air. Ils sont blottis, pas un ne bouge, au souffle du soupirail rouge, chaud comme un sein. Et quand, pendant que minuit sonne, façonné, pétillant et jaune, on sort le pain, quand sous les poutres enfumées chantent les croûtes parfumées et les grillons, quand ce trou chaud souffle la vie, ils ont leur âme si ravie sous leur haillon. Ils se ressentent si bien vivre, les pauvres petits pleins de givre, qu'ils sont là, tous, collant leurs petits museaux roses au grillage, chantant des choses entre les trous, mais bien bas, comme une prière. Repliés vers cette lumière du ciel rouvert, si fort qu'ils crèvent leurs culottes et que leur lange blanc tremblote au vent d'hiver. Arthur Rimbaud, Cahiers de Douai. Le titre, Les Effarés. L'adjectif effaré exprime un sentiment complexe, une forme d'étonnement mêlé d'effroi. Substantivé ici, et forme d'un pluriel collectif, ce mot attise la curiosité du lecteur. Il faudra attendre la deuxième strophe pour découvrir qui sont ces effarés. À connotation péjorative, il constitue un indice de la chute cruelle du poème. Le poème s'ouvre avec un véritable tableau, tel une hypotypose, représentant une scène caractéristique de la misère régnant dans les rues parisiennes au XIXe siècle. Au vers 1, l'antithèse noire dans la neige crée un contraste extrême entre la saleté des enfants, misérables, et la blancheur éclatante du décor. Ce cadre est dépeint comme pur, mais aussi glacial, par opposition à la chaleur des corps vivants. Les 5 petits vulnérables ne sont identifiables qu'au vers 4, effet d'attente qui permet de mettre en relief ces petits anges égarés dans le monde des vivants, dont ils sont exclus. Ce vers, par son rythme haché et l'exclamation entre tirets, traduit aussi l'émotion du poète, pris entre la pitié et la révolte. La noirceur des enfants et la brume qui les enveloppe, donc, contrastent avec le cadre qui s'illumine par l'omniprésence du champ lexical de la lumière. Le grand soupirail qui s'allume, le pain blond, le bras blanc au vers 7, le trou clair, le soupirail rouge, jaune au vers 16. Ce jeu de clair-obscur rappelle l'esthétique de Goya et l'expressionnisme à venir, de par la violence des contrastes et l'imprécision des contours. La clarté émanant du soupirail les attire comme une lumière divine, pourtant descendante. S'agit-il d'une montée vers les cieux ou d'une descente aux enfers? Le soupirail est pour ainsi dire personnifié par l'emploi du verbe pronominal s'allume. Il semble une créature lançant des soupirs depuis son antre souterrain. Enfin, le pain reste symboliquement l'aliment de base qui nourrit le peuple. Le lourd pain blond,
C'est celui qu'on partage dans la culture chrétienne. C'est celui que Jean Valjean vola par nécessité ultime. C'est celui que Claude Gueux partagea avec son compagnon de cellule Albin. Le pain assure la subsistance, mais on y associe les idées de partage et de charité. Les enfants sont exposés à une insoutenable stimulation des sens. Ils regardent, voient, écoutent, sans pouvoir accéder à l'objet de leur quête qui apaiserait leur faim extrême. Les enfants s'opposent aussi au boulanger, représentant le monde des vivants. Celui-ci est bien portant. Il apparaît vigoureux et joyeux, le gras sourire, le fort bras blanc, il chante. Le boulanger est actif, comme en témoigne l'abondance des verbes d'action qui le dépeignent en train de réaliser toutes les étapes de la fabrication du pain. Les verbes faire, tourne et enfourne sont également mis en relief par leur place en fin de vers et les enjambements. En outre, le lourd pain blanc fait écho avec le fort bras blanc, construction symétrique, tant par les sonorités, monosyllabes et allitération labiale, que par la syntaxe, un nom encadré par 2 adjectifs épithètes, soulignant ainsi l'abondance et les couleurs présentes dans ce monde convoité par les enfants. L'oxymore, trop clair, tend également à illuminer la scène. Enfin, l'harmonie produite par les rythmes ternaires et l'assonance en ou renforce également la douceur de l'évocation. Les effarés, eux, sont immobiles, figés dans une attente émerveillée. Pas un ne bouge. Ils sont silencieux, recroquevillés, le cul en rond, comme des animaux, en quête de chaleur maternelle. La comparaison chaud comme un sein révèle que ce sont vraisemblablement des orphelins. La mère absente ou mauvaise est un motif récurrent chez Rimbaud. Ces 5 petits sont agenouillés en signe de soumission et dans une prière dont on ne sait pas encore si elle aboutira. Le lecteur espère encore que le boulanger, présenté comme une figure paternelle et réconfortante, s'aperçoive de leur présence et leur offre un peu de chaleur et de nourriture. Aura-t-il de la compassion pour ces petits êtres affamés ? Petite parenthèse, dans une version postérieure, rectifiée par Verlaine, le boulanger grogne un vieillard. En écho avec le gras sourire, par l'allitération en greu, il apparaît aussi comme un ogre. Un peu plus loin, les enfants aussi grognent des choses, ce qui contribue à les animaliser davantage. Cette version durcit l'évocation et atténue le contraste entre le début et la fin du poème, qui de fait devient moins surprenante. Verlaine ajouta aussi une majuscule à boulanger, correction ayant pour effet de diviniser l'homme et de généraliser le propos. Par l'ajout de la majuscule, ce boulanger incarne la figure du sauveur. Le deuxième mouvement est constitué d'une seule phrase complexe. Les 3 tercets, 6, 7 et 8, s'ouvrent sur 3 propositions subordonnées conjonctives complément circonstanciel de temps, introduites par Kant, qui martèle les coups sonnés par l'horloge et crée un nouvel effet d'attente, prolongeant un moment gonflé d'espoir et de religiosité. C'est minuit qui sonne, une heure symbolique. Dans les versions d'Écart et de Verlaine, ce vers est remplacé par « quand pour quelques médianoches », médianoche signifie réveillon, rimant ensuite avec brioche, introduisant plutôt l'idée de fête et de moments sacrés, d'abondance et de générosité, rêve que ne pourront réaliser les effarés. Dans cette version, on pense à des passages du Drôle de Noël de Scrooge de Charles Dickens. Au vers 17, l'antéposition des 3 adjectifs, façonnée, pétillante et jaune, se rapportant au pain dans un rythme ternaire, souligne la beauté visuelle et sonore de l'objet, tout comme son aspect appétissant. Comme dans un conte de fées, le pain se trouve personnifié. Il chante dans un décor bucolique estival, chaud, lumineux, grâce à l'évocation des grillons. On suppose que cet univers merveilleux est le fruit de l'imagination des enfants, émerveillés et transportés par l'odeur envoûtante et alléchante de ce pain, prisonniers de ce monde inaccessible. Les sonorités, par l'effet d'écho créé entre les poutres enfumées et les croûtes parfumées, contribuent à soutenir cette harmonie. Le vers « on sort le pain », par sa brièveté, sa simplicité et l'emploi de l'indéfini « on », souligne le caractère magique, voire sacré, de ce moment tant attendu. On imagine bien les yeux écarquillés des enfants à cet instant. L'emploi répété de l'adverbe intensif « si », ensuite, permet de décupler l'intensité de leur désir et de leur faim. Le préfixe itératif dans le verbe pronominal « se ressentent » traduit l'idée qu'ils sont pour ainsi dire revenus à la vie, que la vue de ce spectacle leur a permis de ressusciter un instant. Néanmoins, cette apparition paraît si merveilleuse, surnaturelle, que l'on commence à deviner qu'un retour brutal à la réalité s'annonce. La rime associant vivre et givre met en relief un contraste net entre le rêve et le monde réel. Le registre pathétique est à nouveau développé dans la formule « pauvre petit ».
ainsi qu'à travers la métaphore animale qui réapparaît à la strophe suivante, l'image des muses roses enfermées derrière leur grillage. Sans exception, ils sont là, tous, agglutinés autour du soupirail pour accéder à un morceau de rêve. Nous revenons ainsi à l'image initiale des 5 petits agenouillés, le cul en rond, irrémédiablement exclus de la vie et séparés du monde intérieur de la boulangerie, par la barrière infranchissable du soupirail. Ils ne peuvent que chanter, et dans les versions d'Écart, dire, et de Verlaine, grogner des choses, à travers les trous du grillage. Ces trous sont à mettre en parallèle avec ceux de leur haillons et celui de leur culotte crevée à la fin du poème. Le connecteur d'opposition mais permet d'amorcer la chute vertigineuse vers l'issue pathétique. Ce ciel rouvert leur est interdit. Aucun espoir n'est plus permis pour ces petits anges. On notera la paronymie ange-l'ange. De même, dans la version de Verlaine, les pauvres petits ont été corrigés en pauvre Jésus, renforçant l'image de martyr. Contrairement au chant du boulanger comme à celui du pain, clair et sonore, le chant des enfants est inaudible et résigné. Leur prière est autant religieuse que relative à l'aumône demandée, mais elle est incontestablement sincère. Ces choses balbutiées suffisent à faire entendre ce semblant de prière qui ne nécessite pas de forme solennelle. Et l'Église reste indifférente à la détresse sociale. La polysémie du verbe crever connote leur mort prochaine, de faim et de froid, et l'élévation de leur âme vers un ciel rouvert. On songe à l'univers hugolien, aux enfants de Mélancolia, aux misérables, mais aussi à l'ange souriant portant la gerbe d'âme dans le poème Morse. Les 2 tirets créent une rupture, permettant de visualiser la condition misérable des enfants. En outre, les allitérations en L et en R, consonnes dures, accentuent cette dénonciation de leur misère, en imitant leur tremblement sous le froid du vent, dont le bruit est lui restitué par l'allitération en V. Ces enfants apparentés à des nourrissons par l'emploi du nom l'ange apparaissent innocents et fragiles, mais le boulanger ne les sauvera pas plus que Dieu. L'atmosphère glaciale de la fin du poème contribue à cette évocation indirecte de la mort prochaine, tout comme l'assonance en « an » peut suggérer les gémissements d'agonie de ces 5 petits. Ainsi, construit en boucle, ce poème constitue le récit d'un supplice qui rappelle Midas ou Tantale. La misère et la faim sont une torture quotidienne qui ne trouve aucune solution. Les points de suspension qui clôturent le poème donnent l'impression que l'émotion est trop forte pour continuer. Seul le silence permet de jeter un voile pudique sur le destin tragique de tous ces enfants abandonnés par la société. En conclusion, ce poème constitue non seulement un tableau particulièrement poignant de la détresse de ces enfants, sacrifiés sur l'autel de la misère, mais aussi une dénonciation cinglante de l'indifférence de la société comme de l'Église. Privé de nourriture terrestre et spirituelle, l'enfance est condamnée d'emblée. La révolte de Rimbaud n'est pas simplement dans son regard rempli de compassion, ni dans le constat navrant de la détresse sociale, elle est aussi dans la dénonciation ironique du misérabilisme et de l'hypocrisie bourgeoise et chrétienne qu'il a en horreur. C'est en ce sens que le jeune poète s'écarte du combat tout aussi sincère de Victor Hugo, notamment d'un point de vue esthétique. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture linéaire.